Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Bourg, bienvenue dans cette vidéo d'analyse et de conseil donc de localisation en cas d'invasion militaire. Je vais prendre l'exemple de l'invasion de la Russie en Ukraine, donc qui a commencé en février 2022. Nous sommes le 9 mars 2022, soit 13 jours après le début donc de l'invasion. Alors pour passer très rapidement sur le contexte du conflit, on a en résumé l'OTAN, donc l'alliance entre les États-Unis et l'Europe, en gros, qui s'est élargie vers l'est de l'Europe pour en fait grignoter tous les anciens pays soviétiques de l'époque de l'URSS. Donc ce qui fait qu'on a par exemple la Pologne, les pays baltes, la Roumanie, la Bulgarie qui sont entrés dans l'OTAN, donc du côté des États-Unis, alors qu'ils étaient auparavant dans le champ d'influence de la Russie. Et suite à cette extension vers l'est jusqu'aux pays baltes, donc c'est-à-dire de plus en plus proche de Moscou, suite à une tentative de révolution en Biélorussie, en fait, le président russe Vladimir Poutine a vraisemblablement décidé d'envahir l'Ukraine pour en fait sécuriser la zone et empêcher une sorte de crise des missiles en Ukraine. Donc, ce sont évidemment des suppositions, on ne connaît pas tous les détails, nous ne sommes que 13 jours après le début de l'invasion, mais c'est quand même vraisemblablement l'origine du conflit, à savoir qu'il y avait en Ukraine un conflit qui durait depuis des années dans l'est de l'Ukraine, puisqu'en fait l'Ukraine est un pays qui est peuplé de beaucoup de Russes, de beaucoup de minorités russes, de beaucoup de personnes parlant russe, et ce pays s'est déjà vu fait annexer une partie de son territoire, la Crimée, il y a quelques années. Alors le premier élément à réaliser, et c'est important pour le choix de sa localisation, c'est certes il va y avoir une guerre, mais la question c'est quand est-ce que la guerre va arriver. Alors dans ce cas, la guerre était très prévisible. En fait, quand on regarde a posteriori, on se rend compte que tout avait été prévu pour l'invasion. Et dans les semaines qui ont précédé le jour J, on avait beaucoup d'indicateurs qui montraient que la Russie allait préparer quelque chose. On avait beaucoup de troupes qui s'étaient amassées à la frontière, tout autour de l'Ukraine en fait, qui étaient prêtes à intervenir, avec tous les matériels nécessaires, et le nombre de personnes et de véhicules augmentait sans cesse. Et en fait, il y avait un fort pourcentage des troupes russes qui étaient amassées autour de l'Ukraine, et même qui étaient postées en Biélorussie. On avait des citernes d'essence, on avait des hôpitaux de campagne, on avait des poches de sang qui avaient été prévues. Donc ça montre que il y avait une logistique qui était quand même prévue pour en fait attaquer et supporter les troupes d'invasion. Parce qu'au départ, le président russe nous avait expliqué que cette histoire de troupes qui s'amassaient comme ça à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, c'était pour des exercices. Et qu'une fois que les exercices étaient finis, eh bien les troupes allaient rentrer à la maison. On a des déclarations dans ce sens, et en fait ce n'est pas ce qui s'est passé. On avait aussi des déplacements de véhicules et de troupes sur des milliers de kilomètres. Alors là c'était un indicateur qui m'avait fait tilter à l'époque, c'est qu'en fait il y avait on voyait des vidéos de trains avec des chars dessus, des véhicules militaires dessus, qui étaient au plein milieu de la Russie et qui passaient de l'est, de l'extrême est de la Russie, du côté de Vladivostok, et qui allaient vers l'Ukraine. Donc c'était très étrange de voir que on apportait, soi-disant pour des exercices, près de la frontière ukrainienne, autant de véhicules qui étaient normalement postés très loin. Donc ça montrait qu'il y avait une volonté en fait de vraiment rassembler des troupes pour avoir le maximum disponible à cet endroit-là. On avait aussi un abandon des ambassades. Donc là, c'est quelques jours avant, voire quelques semaines avant pour les États-Unis et le Canada, des pays qui avaient décidé de retirer leur personnel diplomatique, les familles, et en fait d'abandonner carrément les ambassades ou de laisser un service minimum, qui avait aussi conseillé à leurs concitoyens de quitter le pays. Donc tout ça, c'était tout à fait visible quelques jours, voire quelques semaines avant le début de l'invasion. Donc là, je vous mets quelques preuves de ce que j'avance.
Je vais pas évidemment tout lire, mais on voit voilà que les citoyens américains étaient invités à partir dès le 10 février, hein, donc 14 jours avant l'attaque, hein, c'était le président Biden qui avait déclaré ça. Voilà, on avait aussi les États-Unis qui estimaient que le Kremlin préparait une invasion de grande ampleur, hein, et ça avait été publié dès le 6 février 2022. On avait Boris Johnson du Royaume-Uni qui déclarait aussi le 20 février 2022 que la Russie préparait la plus grande guerre en Europe depuis 1945. Et dans l'article à droite, hein, on voit que la Russie avait installé 70% du dispositif nécessaire à une invasion, 110 000 soldats, des bombardiers, des véhicules amphibies, des missiles, des batteries antiaériennes, une force navale, etc., etc. Alors le premier point par rapport à votre localisation, c'est l'évacuation. Donc il faut savoir que le jour même, en fait le soir, le président ukrainien avait décidé d'interdire aux hommes entre 18 et 60 ans de quitter le pays, donc dans le cadre d'une mobilisation générale. Ça concernait les personnes soumises à la conscription militaire. Donc très vite, en fait, le président a bloqué les sorties du pays. Ce qui veut dire que si vous voulez sortir du pays avec votre famille, eh bien vous devez être le plus proche possible des frontières, sinon vous n'aurez pas le temps, simplement même de sortir du pays. Il y a eu énormément d'objectifs qui ont été bombardés. Alors la stratégie russe, hein, en gros, c'était plutôt de désarmer le pays le plus vite possible, de neutraliser les forces aériennes, les forces armées en général, pour empêcher l'Ukraine de riposter. D'ailleurs, c'était une des requêtes qui avait été formulée par la Russie auparavant, hein, de manière diplomatique, le fait qu'elle se désarme et qu'elle promette de ne jamais joindre l'OTAN. Et en fait, c'est une opération jusqu'à présent qui est vraiment purement militaire. Alors certes, il y a des accidents, mais l'armée russe fait quand même tout ce qu'elle peut pour préserver les populations et faire le moins de dégâts possible, hein, quand on connaît le potentiel de destruction de cette armée, qui est quand même très importante, et quand on voit le nombre de pertes civiles. Alors certes, chaque perte est évidemment à déplorer, mais en comparaison avec ce qui aurait pu être le nombre de morts si jamais la Russie avait vraiment attaqué pour détruire, c'est vraiment incomparable, quoi. Donc on a principalement les aéroports qui ont été bombardés. Donc là, si vous vivez à côté d'un aéroport, il faut vite partir, et il faut être au moins à quelques kilomètres, hein, parce qu'il faut toujours penser que quand l'armée bombarde ou envoie des missiles, il peut toujours y avoir des missiles qui sont perdus, ou des bombes comme ça qui tombent pas au bon endroit. Donc il faut prévoir une zone d'exclusion autour de chaque aéroport, chaque aérodrome. C'est vraiment des zones à fuir. Et là, on en a vu un exemple réel, hein, avec ce qui s'est passé en Ukraine. Toutes les infrastructures militaires, évidemment, toutes les bases militaires, tous les centres de stockage de munitions, les centres d'écoute, tout ça, ça a été des objectifs à détruire en priorité pour l'armée russe. On a aussi eu des accidents, donc par exemple un missile qui s'est retrouvé dans un immeuble d'habitation. On a eu la tour de télévision de Kiev qui s'est faite bombarder, enfin missiler, puisque le but c'était d'empêcher les communications et la propagande, hein, tout simplement. Donc là, pareil, à fuir toutes les infrastructures de communication, toutes les grandes antennes, les tours radio, etc. On a eu un bâtiment administratif dans le centre-ville de Kharkiv. Donc là, c'est en fait, vu que l'armée étrangère vous attaque et que votre armée ou que votre police se réfugie dans des bâtiments publics, hein, les grands bâtiments où ils peuvent s'organiser, eh bien l'armée attaque ces bâtiments. Donc ils ont fait des frappes ciblées sur ces bâtiments, sauf qu'évidemment la bombe peut ne pas tomber au bon endroit et quand elle explose, évidemment, elle peut faire des dégâts aux alentours. Donc il faut fuir tous les environs immédiats, tout ce qui est bâtiment administratif, que ce soit purement du bureau, que ce soit des centres
de renseignement, que ce soit des casernes de police, même de pompiers, ou des grands bâtiments divers, voire des écoles, voire des hôpitaux. Il faut fuir tous ces grands ensembles publics. Et on a eu aussi des usines d'armement. Alors là, je vais passer en revue un témoignage de quelqu'un qui était bloqué en fait en Ukraine, un Français, pour vraiment qu'on réalise ce que cela signifie. Donc Aurélien Martinez et son épouse Irina de Héraultais, partis mi-février retrouver la famille de la jeune femme, sont depuis bloqués en Ukraine. La situation est simple, je suis à 2 km d'un aéroport militaire, envahi par la Russie. Hostomel, un point stratégique de l'entrée de Kiev. Les combats, c'est jour et nuit. Ils, donc en parlant de sa famille, ne peuvent pas venir à notre rencontre. Et on ne peut pas prendre la route. C'est trop dangereux. C'est 5 heures de trajet, on est à 600 km de la frontière. Donc là on voit l'importance d'être proche des frontières, d'avoir toujours un véhicule d'évacuation prêt, d'avoir le plein qui est prêt. Explique Aurélien Martinez, bloqué dans la maison de la tante de son épouse Irina. Ensemble, ils étaient venus rendre visite à la famille de la jeune femme. Ils sont arrivés il y a 15 jours. Le couple devait revenir en France ce lundi. On avait pris les billets depuis longtemps. La situation est tendue en permanence. Le gouvernement français déconseillait le voyage, mais ne l'interdisait pas. Et il ne s'agissait pas de faire du tourisme. On ne s'attendait pas à une attaque aussi rapide. Les médias ukrainiens n'étaient pas alarmistes. Alors là, c'est vrai que c'était un point que j'ai aussi noté, c'est que quelques jours avant le combat, il y avait des discussions entre le président des USA et le président ukrainien, et le président ukrainien était à la limite d'attaquer il reprochait au président américain de jouer sur la peur en fait en disant que la Russie allait attaquer, alors que ce président ukrainien était bizarrement très rassuré par rapport à ce qui allait arriver quoi. Donc peut-être que c'était une stratégie pour pas que les gens fuient en masse, mais en tout cas voilà, ça m'avait paru bizarre. On avait quitté Kiev, où sont restés le père et le frère d'Irina. À 1h du matin, jeudi, l'ambassade nous a alertés et a demandé à ses ressortissants de rentrer rapidement. On a fait nos valises pour partir le plus tôt possible. À 4h30, l'aéroport était bombardé et entouré d'hélicoptères. Explique l'Héraultais. Depuis, il vit au jour le jour, accroché à son téléphone, retranché dans la maison de l'oncle et la tante de son épouse, avec leurs enfants de 17 et 21 ans, l'épouse de l'aîné et la grand-mère d'Irina. Ils ont peur de tout perdre et sont très inquiets. Ce dimanche, l'électricité a été coupée à la mi-journée, mais la nuit a été à peu près calme par rapport à ce qu'on a pu voir. Un hélicoptère russe a été détruit sous nos yeux. Au début, ça a été très dur avec les bruits de la guerre. Je dirais maintenant qu'on s'y habitue déjà presque au bruit, pas à la guerre bien sûr. Il est très inquiet. Là, on parle de Tchétchènes qui seraient entrés sur le territoire, mais il y a beaucoup de rumeurs et de désinformation. Alors là, c'est vrai que c'est un point. La propagande des deux côtés était vraiment intense. On a eu des vidéos trafiquées, on a eu des faux témoignages, on a eu des... Bref, chaque camp, évidemment, essaie de motiver ses troupes et de démoraliser l'ennemi. On a la chance d'avoir des provisions et un jardin. On est en autosuffisance et on n'a pas besoin de sortir. On a peur des pillages et on n'est pas armé. Vous voyez, c'est important de voir les points sur lesquels la personne insiste. Quand elle est vraiment prise dans le feu de l'action, c'est là qu'on réalise ce qui ne va pas. Tout de suite, c'est comme une révélation. On ne sait pas ce qui peut se passer. L'ambassade de France est elle-même désemparée et on est en communication avec d'autres Français. 700 sont dans notre situation au nord de Kiev. On essaie de rester calme. J'ai encore du mal à croire à ce qu'on vit. C'est surréaliste. Je ne sais pas comment je vais en sortir. C'est bien une guerre qu'on est en train de vivre. Des milliers de gens vont mourir. Témoigne ce jeune chef d'entreprise tombé amoureux de ce super pays après avoir rencontré son épouse lors de vacances en Espagne. Ils se sont mariés le 24 mars 2021. Donc là on voit encore une fois l'importance de réfléchir à sa préparation, l'importance de réfléchir à sa localisation pour que le jour venu, quand l'événement arrive, en l'occurrence l'invasion, on ait un plan en cas d'évacuation, on ait un plan pour rester et on ait anticipé
tous ces cas de figure. C'est pour ça que je fais ce travail d'analyse à chaud, c'est pour vraiment essayer de lister tout ce qui me paraît vraiment comment dire important à connaître pour votre localisation en cas d'invasion. Alors là, c'est une carte qui date du 7 mars 2022 où on voit le progrès de l'invasion russe. Alors bon, je vais pas faire une carte d'analyse stratégique, hein, je suis pas un expert dans le domaine, mais ce qu'on voit quand même, c'est que les zones près des frontières ont été les premières qui ont été envahies et qui sont occupées, et que donc ce sont là que c'est là que se jouent les premiers combats, si vous voulez. Quand l'armée de votre pays riposte, bah, elle va à la rencontre de l'armée ennemie, elle veut la stopper le plus rapidement possible, et donc en fait les combats se passent à quelques dizaines de kilomètres des frontières. Donc on voit que ces zones ont été très rapidement envahies. Alors une fois que ces zones sont envahies par l'ennemi et sont occupées, ça veut pas dire qu'elles restent en guerre, qu'il y a des bombes, etc. Hein. Ça veut dire qu'elles sont passées sous le contrôle ennemi. Mais la ligne de front, c'est vraiment ça qui est le plus dangereux, hein, quand vous êtes un civil, c'est de vous retrouver au milieu d'une ligne de front, d'un point dur, hein, d'un point chaud, où les deux armées vont vraiment se rencontrer et ne vont pas arriver à prendre le dessus l'un sur l'autre. Et on voit aussi qu'il y a eu des couloirs hein, d'invasion qui ont été faits vers Kiev et vers des villes importantes. On voit que les premières zones envahies étaient évidemment celles qui étaient proches du pays agresseur, hein, parce que là on voit qu'à l'ouest de l'Ukraine, il se passe quasiment rien. Donc en fait l'invasion se passe de manière extrêmement logique, hein, extrêmement normale. Hein. Il n'y a pas de choses assez bizarres. Alors voici quelques remarques en vrac. Hein. On a eu des ponts qui ont été sabotés, qui ont été détruits par l'armée ukrainienne pour empêcher l'avancée des troupes ennemies. Hein. Donc là c'est à considérer s'il y a un fleuve avec un pont dessus près de chez vous, ou alors n'importe quel type de grand pont, de viaduc hein, routier, eh bien il pourra être détruit pour retarder l'avancée des troupes, et donc c'est à considérer hein, pour votre évacuation, et si jamais vous devez vous rendre même tous les jours hein, à un endroit précis qui se trouve de l'autre côté du pont. On a eu aussi des villes qui ont été assiégées, par exemple Mariupol, d'ailleurs qui sont encore assiégées, et on voit au niveau du véhicule d'évacuation que en fait, alors donc comme dit, moi je suis depuis le début ce qui se passe en Ukraine, hein, je suis le conflit tous les jours, et donc j'ai vraiment vu ce qui s'est passé, on a vraiment eu un cas réel d'invasion, hein, j'ai été témoin de ça, et donc au niveau de l'évacuation, j'ai remarqué que, alors au départ il y avait des très grands embouteillages, à Kiev notamment, mais au final les gens arrivent quand même à partir, parce que ça se débouche après quelques heures, et les gens cherchent à emmener le plus d'affaires possible, donc il faut de la place. Ils doivent partir le plus rapidement possible, donc ils doivent pouvoir charger rapidement un maximum de choses. Et il a noté que les routes étaient en bon état. C'est-à-dire que il n'y avait pas besoin de 4x4 pour évacuer, puisque quand vous évacuez, la guerre n'est encore pas jusqu'à chez vous, et donc les infrastructures fonctionnent encore. Donc en fait, les gens partaient avec leur voiture en 2 roues motrices, tout à fait normal, hein. Sauf que c'était évidemment plein à craquer d'affaires. Donc c'est pour ça que j'avais déjà fait une vidéo de conseils par rapport aux véhicules d'évacuation, et j'étais arrivé à la conclusion qu'en France, un Renault Trafic était vraiment la meilleure option. Énormément de place pour charger des affaires, vous aviez beaucoup de sièges pour emmener peut-être d'autres personnes de votre famille, vous aviez un toit assez grand, plat pour mettre des affaires sur le toit, et les 2 roues motrices suffisaient largement en fait. Donc c'est vers ce type de véhicule que j'irais si jamais je voulais un véhicule d'évacuation qui était pratique et efficace. Et en fait le mythe du 4x4 pas trop gros, ou alors comment dire, plein d'équipements pour évacuer, bah c'est un mythe en fait, parce que dans le cas réel de la guerre qu'on a vu là, les gens partaient avec leur voiture simplement, et voilà, ils voulaient simplement arriver à la frontière en quelques heures, et ils n'ont pas été obligés de passer à travers des chemins ou
dans la forêt, ils ont simplement pris la route avec leur véhicule. Mais la contrainte, c'est qu'il fallait pouvoir charger beaucoup d'affaires rapidement, c'est vraiment ça le problème, hein, puisque évidemment quand vous quittez votre maison et que vous laissez les affaires dedans, hein, ou votre appartement, eh bien vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir revenir. Donc vous cherchez à emporter le maximum d'affaires pour pas devoir tout racheter à l'étranger. Donc c'est pour ça que la priorité c'est vraiment de, d'avoir de la place pour évacuer. Donc pensez aux remorques, pensez aux attelages, pensez aux galeries de toit, aux barres de toit, pensez à comment vous allez organiser le chargement pour que le jour J, ça se fasse le plus rapidement possible. Voilà. Alors pour terminer, quelques observations en vrac. Donc, on peut savoir à l'avance si une armée étrangère va vous attaquer. Puisqu'en fait, il y a des contraintes logistiques. Si l'armée étrangère veut que son invasion soit réussie, elle doit prévoir un dispositif logistique pour supporter en munitions, en carburant, en nourriture, ses soldats. Et c'est ce dispositif qui est un indicateur révélateur de ce qui se passe. Donc, on l'a vu quand un pays ennemi commence, ou un pays voisin tout simplement, commence à amasser des troupes près de chez vous, quel que soit le prétexte, hein, commence à amasser des véhicules, faire des camps de base, apporter du sang, des munitions, etc. C'est vraiment un signal qu'il va se passer quelque chose. Les zones près des frontières ennemies sont les premières prises. Donc là, rien de nouveau. Le combat ne se fait pas à la limite administrative du pays. Les routes vers la capitale ou les villes les plus importantes sont aussi risquées. Attention aux tentatives d'encerclement des villes. Alors ça, c'est un point très important, puisqu'en fait, les grandes villes notamment sont sont les points les plus importants et les plus stratégiques à prendre, hein, évidemment, quand une armée veut vous envahir, puisqu'elle contrôle avec ça le plus de gens possible. Elle peut utiliser les infrastructures. Et donc, ces villes sont aussi plus défendues, et donc se crée une sorte de combat et de zone de tension, de ligne de front autour de ces villes. Donc, quand vous êtes en banlieue de Kiev à 10, 20, 30, 40, 50 km, eh bien c'est là que, en fait, vous vous faites encercler par les troupes ennemies, et que vous pouvez vous retrouver dans une situation où les deux camps ne bougent pas, et vous êtes entre les feux. Donc c'est évidemment la pire des situations. Donc attention quand vous êtes situé près des grandes villes ou près des objectifs stratégiques. Une base de repli doit être située très loin de votre résidence habituelle, au moins des centaines de kilomètres, si possible à l'autre bout du pays. Et j'ajouterais même si possible à l'étranger. Alors là c'est peut-être un des enseignements qui a été qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait ça ne sert à rien d'avoir une base à la campagne qui soit trop proche de votre base en ville en vous disant ah bah si demain il y a un problème je n'aurai qu'à évacuer près de ma base à la campagne et comme je ne suis qu'à un demi-jour de marche ou un jour de marche, eh bien l'évacuation sera très simple. En fait ça se trouve être un très mauvais choix dans le cas d'une invasion militaire puisque de manière évidente si votre ville est prise, là où se trouve votre appartement ou votre maison de ville, eh bien votre base à la campagne sera prise aussi, puisqu'elle se situe dans le même périmètre. Donc, si vous êtes en France et que vous habitez à Lille, en fait c'est plus judicieux d'avoir un point de repli qui soit situé, par exemple dans le sud. Si vous êtes en Bretagne, vous pouvez avoir un point qui soit situé dans l'est, vous voyez. En fait, il ne faut pas avoir peur d'être à des centaines de kilomètres. C'est ça qui est assez paradoxal. Alors évidemment, ça va compliquer l'accès, ça va compliquer l'entretien ou le développement de cette base. Mais en fait, quand c'est situé trop proche, ça ne sert à rien en cas d'invasion, puisque les deux vont être perdus pour vous. Vous n'aurez plus rien. Donc si possible, soyez situé très loin de votre base principale, ou mettez vraiment beaucoup de distance entre les deux. Et si possible même,
choisissez quelque chose qui soit situé à l'étranger pour offrir une possibilité supplémentaire. Vous devez pouvoir évacuer en quelques heures pour rejoindre votre base de repli ou rejoindre la frontière. Donc là j'en ai parlé. Si vous évacuez, vous risquez de tout perdre et de ne plus pouvoir revenir rapidement. Alors là c'est un point très important pour les gens qui n'ont qu'une seule base, par exemple à la campagne, et qui mettent tout leur argent dedans, toute leur énergie dedans, des animaux, des systèmes autonomes, bref, qui font de cet endroit-là l'endroit ultime pour survivre, et qui n'ont que ça. Et bien en fait c'est très dangereux parce que tout simplement vous mettez toutes vos options dans le même panier, et si vous perdez cet endroit-là, eh bien vous perdez tout. Donc c'est très compliqué, hein, évidemment, si vous évacuez et que vous devez laisser tous vos animaux derrière, tout votre matériel, vos richesses. Vous imaginez bien que si jamais vous laissez une maison vide à la campagne sans surveillance, ce qui va se passer, c'est que quelques jours après, évidemment encore plus en temps de guerre, eh bien votre maison sera pillée, occupée, et tout sera volé, quoi. Hein. Donc en fait, vous allez tout perdre par rapport à ce point que vous allez quitter. Donc c'est là que des stratégies de type location, location de maison, d'appartement, peuvent être judicieuses en fait, parce que évidemment si vous ne possédez pas le bien et que vous quittez, vous perdez à la rigueur que les meubles, et quelques mois de loyer au pire si l'humeur est encore à payer les loyers, mais le risque est beaucoup moindre par rapport au cas où vous possédez le bien, et en plus au cas où vous avez fait de ce bien et de ce terrain votre base autonome durable. Les centres-villes sont, comme prévu, de mauvais choix de localisation. Donc là c'était un pressentiment, comment dire, tout le monde se doute que les centres-villes sont des mauvais choix, et ça s'est révélé être le cas, parce que à cause des bombardements d'objectifs administratifs, des bâtiments administratifs, ou des bombardements simplement sur les villes, les zones de combat, tous les accidents avec les missiles qui se sont perdus, et évidemment l'approvisionnement en ville qui a été beaucoup plus compliqué. On a vu les rayons des supermarchés vides. Une invasion ne veut pas forcément dire un massacre des civils. L'ennemi cherche en premier à désarmer le pays. Vous pouvez ensuite être sous occupation, voire être annexé. Ça se passe comme ça dans la réalité, quoi. C'est-à-dire que l'ennemi se concentre d'abord sur l'armée étrangère, et le but c'est pas de tuer tout le monde dans le pays, de tuer tous les civils. Au contraire, il cherche à épargner les civils, voire à leur donner des ressources, à les aider pour se faire bien voir et pour ne pas que ça crée de résistance supplémentaire. Donc en fait en tant que civil, vous pouvez passer au travers. À la rigueur, les Ukrainiens qui se sont fait envahir, ils vont changer de nationalité, on va leur offrir un passeport russe, mais en final, si jamais vous êtes dans un coin tranquille et qu'il n'y a pas de combat dans cette zone, en fait vous n'allez pas forcément voir beaucoup d'effets de la guerre. Voilà, il y aura le drapeau qui va changer, la langue officielle, etc. Mais au final, dans votre vie, ça va pas bouleverser fondamentalement les choses. Alors il y a d'autres personnes évidemment qui sont touchées parce qu'elles sont victimes de bombardements, parce qu'elles vivent à proximité d'infrastructures dangereuses, comme on l'a vu avec le témoignage précédent. Mais pour d'autres personnes, même si c'est la guerre, en fait, pour eux, ça ne change pas beaucoup à leur vie quotidienne. Et dernier point, vous devez faire attention à l'endroit dans lequel vous vous expatriez. La guerre, en fait, révèle toutes les tensions qui étaient jusque-là petites, qui étaient cachées, et c'est vraiment un retour au réel des relations humaines, c'est-à-dire que les camps se forment, et que si vous appartenez à l'autre camp, au camp soi-disant ennemi, eh bien vous allez être vu comme suspect. Donc si vous étiez un Russe en Ukraine, ou si vous êtes un Ukrainien en Russie, ça va être compliqué pour vous. Et là on voit que même les Russes qui sont expatriés en Europe, installés en Europe, subissent aussi parfois des petites intimidations, donc il n'y a pas d'agression, mais on se doute que si jamais la guerre continue, que ça empire, et qu'il y a une escalade entre l'OTAN et la Russie,
eh bien, la tension va être de plus en plus importante, et les Occidentaux qui sont situés en Russie vont aussi vont vite déchanter, parce qu'ils vont être mis sous surveillance, voire être mis en prison de manière préventive, et être accusés, pourquoi pas, d'espionnage, de complicité avec l'ennemi. On a vu que c'était en République tchèque, hein, et ça existe aussi en Russie. Ils sortent des lois pour condamner les gens qui propagent des propos qui sont pro du camp ennemi, hein. Donc si vous êtes en République tchèque et que vous dites que la Russie c'est trop bien, Poutine il a raison d'envahir, eh bien vous pouvez avoir des problèmes judiciaires. Donc attention à l'endroit dans lequel vous vous installez. Notamment, personnellement, je n'ai jamais conseillé les pays de l'Est et la Russie pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de suspicion qui est faite quand vous êtes étranger. Alors ça n'a rien à voir avec l'ethnie, enfin, pas forcément, mais plutôt vraiment avec votre nationalité d'origine ou votre passeport. Et on l'avait vu aussi, hein, quand c'était la période communiste, il y avait une sorte de paranoïa généralisée, et les étrangers étaient vraiment surveillés et voire envoyés au goulag pour un oui ou pour un non. Donc faites attention au pays que vous rejoignez, étudiez l'histoire pour voir ce qui s'est passé, parce que les gens restent fondamentalement les mêmes, et ce qui s'est passé une fois peut revenir. Voilà, alors pour terminer, je vous mets quelques photos, hein, pour voir ce qui se passe. Donc on voit voilà des réfugiés qui quittent leur domicile, hein, qui marchent sur la route comme ça avec des sacs de course avec leurs enfants. Donc là on voit vraiment l'importance de se préparer à l'avance, d'avoir son véhicule prêt, avec un plein, avec des affaires dedans, et d'avoir un plan d'évacuation. On voit aussi les gens qui tentent de sécuriser un village, hein, voilà, en créant des barrages de fortune, des checkpoints. Donc là c'est pareil, quand vous vivez dans un village, dans une ville, dans un quartier, essayez de vous dire qu'est-ce qui se passerait le jour où il y a une invasion. Comment est-ce que les gens réagiraient? Est-ce qu'il y a une cohésion entre les personnes? Donc là forcément, si vous êtes en région parisienne, vous êtes mal barré, parce qu'il n'y a aucune cohésion. Vous allez être victime de pillage très vite. Mais si vous êtes dans un petit village, voilà, ça peut être plus simple. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accès vers le village, vers le quartier? Comment est-ce que vous pouvez sécuriser facilement la zone, hein? Tous ces scénarios en fait qui paraissaient être des fantasmes de survivalistes en fait arrivent actuellement en Ukraine. C'est ça qui est fou, quoi. Et d'ailleurs c'est l'occasion d'envoyer une petite crotte de nez à tous les journalistes, hein, qui ont essayé de diaboliser cette philosophie qu'on appelle le survivalisme, hein. Maintenant on voit les conséquences en Ukraine de cette diabolisation. Alors les Ukrainiens n'ont pas été forcément victimes de cette propagande, mais en France, les médias, beaucoup de médias, notamment publics, ont cherché à désinciter les Français à se préparer, en disant la préparation, la survie, c'est un truc d'extrémiste, c'est exagéré, faut pas le faire, il y a que des gens bizarres qui le font, voire c'est des criminels parce que dans une affaire, il y a un mec qui a été survivaliste et qui a tué quelqu'un. Enfin, ils ont fait des raccourcis, des amalgames absolument incroyables pour diaboliser en fait le fait de se préparer aux crises, voilà, en essayant de ridiculiser, voire de criminaliser les gens qui faisaient ça. On voit les conséquences maintenant, hein. Si jamais vous devez quitter votre maison avec votre famille, si jamais vous devez être autosuffisant sur votre terrain, si jamais vous devez sécuriser votre village, eh bien vous serez bien content d'avoir réfléchi à l'avance à ces scénarios et de vous y être préparé. Voilà, et donc en bas on voit le résultat d'un missile perdu, hein, dans un immeuble d'habitation, et en bas à droite, hein, une Kharkiv qui a été bombardée. Voilà, merci pour votre attention. C'était une vidéo assez que j'ai faite rapidement parce que je voulais absolument donner l'info le plus rapidement possible et l'analyse à chaud la plus rapidement possible. Je referai sans doute une vidéo plus travaillée quand on sera à plusieurs mois après l'invasion, hein, pour vraiment tirer les leçons de ce qui s'est passé. On a un exemple de guerre au XXIe siècle, hein, qui se passe sous nos yeux. On a des gens qui paient les conséquences d'avoir fait les mauvais choix. Et donc, ne faites pas ces mauvais choix.
là, et préparez-vous et choisissez avec soin votre localisation. Si vous avez des remarques ou des conseils ou quelques principes nouveaux que vous avez découverts ou qui vous viennent à l'esprit suite à donc cette guerre en Ukraine, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça peut servir à d'autres personnes, hein. N'hésitez pas à partager vos remarques. Voilà, merci à vous et bonne localisation.